Dans la haute vallée du Nil, au sud des cataractes qui fermaient le territoire de l'Égypte, ont fleuri il y a 2000 ans de puissants empires. Kerma, Napata, Méroé, berceau d'une civilisation unique, née de la rencontre du monde méditerranéen et de l'Afrique noire. Ce territoire immense et mystérieux, appelé à travers les âges le Kouch, puis la Nubie, était réputé pour ses richesses, la bravoure de ses guerriers, la beauté de ses femmes. C'est aussi ce territoire qui a vu naître au Moyen-Âge les plus grands royaumes chrétiens d'Afrique, Nobadia et Makouria, dont les souverains rivalisaient de puissance avec les empereurs de Byzance. Mais leur déclin a sonné au XVe siècle, quand des marchands arabes ont peu à peu conquis cette vaste région et apporté l'islam jusqu'au cœur de l'Afrique. Au fil des générations, ils se sont mêlés avec des centaines de tribus africaines et leurs 30 millions de descendants sont devenus citoyens du plus grand pays d'Afrique, le Soudan. Quant aux vestiges de ces royaumes sur le Nil, ils ont peu à peu disparu dans les sables, tombés sous les assauts conjugués du temps, de pillages et de guerres qui n'ont jamais cessé de ravager ces vastes territoires depuis le temps des pharaons jusqu'à aujourd'hui. Car à l'aube du 3e millénaire, et malgré plusieurs accords de cessez-le-feu, le sud du Soudan reste le théâtre de la guerre civile la plus longue et la plus meurtrière du continent africain. L'archéologie elle-même n'a vu le jour dans ce pays qu'à la faveur d'une campagne militaire, celle du vice-roi d'Égypte, parti en 1821 à la conquête de la Nubie. C'est à cette occasion qu'un obscur Français de Nantes, Frédéric Caillot, venu chercher les mines d'or avec l'arrière-ban de l'armée égyptienne, découvre, stupéfait, les pyramides de Méroé. Rapportées en France, ces descriptions des vestiges qui n'ont rien à envier aux merveilles de l'art et de l'architecture déjà connues de l'Égypte font sensation. Les Allemands organisent à leur tour une expédition dirigée par Karl Richard Lepsius, qui rapportera à Berlin une moisson d'observations et une quantité d'œuvres d'art. L'archéologie au Soudan est née. Aujourd'hui, après 20 ans de guerre civile, le Soudan semble renoncer à l'extrémisme islamiste et cherche à s'ouvrir à nouveau au monde. Attirés par des dizaines de sites inexplorés, les archéologues viennent en précurseurs des hommes d'affaires et des touristes qui avaient depuis longtemps déserté le pays. Le Soudan est un pays absolument fascinant, pas seulement pour les archéologues, parce qu'à la différence de bien de pays ou de continents, vous pouvez trouver ici des preuves des événements passés dont l'importance ne concerne pas uniquement le Soudan, mais toute l'humanité. Et beaucoup de surprises sont encore enterrées profondément sous le sable ou sous la roche et attendent qu'un archéologue vienne les découvrir. Parmi ces surprises, le temple d'Amon à Naga a délivré plusieurs témoignages inédits, comme cette stèle qui célèbre la soumission de tribus ennemies, ceux au visage noir, ceux qui s'habillent de peau et ont des cheveux crépus. J'ai capturé leurs femmes, j'ai emmené leurs sujets. Étant venu vers leurs puits, j'ai abattu leurs bœufs, j'ai coupé leurs céréales,
et y ait mis le feu. Aujourd'hui, sur les mêmes terres, une guerre fratricide a déjà fait près de 2 millions de victimes et a provoqué l'exode, la misère et la famine dans des régions entières du pays. Y aurait-il une fatalité, une malédiction de la guerre dans la vallée du Nil ? La réponse à cette question, il faut la chercher non seulement dans les ruines du nord du Soudan, ce paradis des archéologues, mais aussi dans le Maquis du Sud, territoire contrôlé par les rebelles du SPLA, Sudan People's Liberation Army. Ce maquis, au propre comme au figuré, s'étend le long de la frontière avec le Kenya, l'Ouganda et le Congo, d'où viennent des convois humanitaires et probablement aussi des armes. À 1000 km de Khartoum, à la frontière du Kenya, se trouve la base des Nations Unies de Lokichokio, quartier général des organisations humanitaires. Pour leur permettre d'opérer au Sud-Soudan, les officiers de renseignement récoltent quotidiennement des informations sur la situation réelle sur le terrain. Il y a 2 régions qui ont été le lieu principal des affrontements durant les dernières années de cette guerre. Eastern Equatoria et Bahr el Ghazal, une région très importante qui a connu des combats extrêmement lourds et la plupart des famines qui ont emporté tant de civils. Rappelez-vous que cette guerre a fait environ 2 millions de morts parmi eux, en grande partie dû au fait que la faim était utilisée comme une tactique de guerre. Les gens étaient littéralement chassés de leurs terres. Et c'est pour ça que vous avez un si grand nombre de gens déplacés à partir d'ici surtout, et maintenant là vers d'autres régions. L'Eastern Equatoria a été très gravement touché par la guerre. Dans cette région, il y a aussi beaucoup de milices qui se battent contre le SPLA, l'armée de libération du peuple du Soudan. Retour 1000 km au nord et 2000 ans en arrière, à Naga. Plusieurs temples portent ici des traces d'influence venues de l'Égypte, de l'Afrique noire, mais aussi, c'est beaucoup plus surprenant, de la Grèce antique. Comme à l'époque des pharaons, les nomades viennent toujours y abreuver leurs bêtes, d'une façon qui n'a pas beaucoup évolué depuis des millénaires. À l'ombre de palais en ruine, ils perpétuent un mode de vie ancestral, dur, mais qui leur assure la survie. L'eau est un bien précieux dans ces contrées, et il n'est pas étonnant que la cité antique ait été bâtie à proximité du seul point d'eau de la région. D'ailleurs, dans les zones désertiques du Soudan, la guerre civile n'a eu quelquefois pour origine que le contrôle d'un puits. Était-ce déjà le cas dans les temps anciens ? Peut-être qu'en fouillant le sol du temple d'Apédémaque, le dieu lion, on trouvera la réponse. Là aussi, les bas-reliefs montrent le roi Natakamani en train de soumettre les ennemis. Les vaincus, tenus par les cheveux, ont des traits stylisés, caractéristiques des tribus noires. On devine le traitement réservé aux victimes. Elles seront piétinées par le souverain, dévorées par des fauves. Sur les bas-reliefs que nous avons découverts, par exemple à Naga, les gens du Sud, c'est-à-dire les Africains, et les gens du Nord, c'est-à-dire les peuples de la Méditerranée orientale, sont représentés en tant que prisonniers, entravés, couchés au sol, et que le roi foule du pied. Donc une conscience de sa suprématie qui témoigne de manière très claire de la puissance politique de cette région. Sans aucun doute, la conscience politique du Soudan actuel se réfère à la conscience d'être l'une des cultures les plus anciennes et les plus importantes du continent africain. Alten Kulturen des afrikanischen Kontinents zu sein.
Sur le pilier droit du temple, la même scène de victoire et de soumission des ennemis, mais fait remarquable, c'est la reine Amanitore qui exprime ici sa force et sa puissance. Ces scènes de domination abondent dans les temples de Nubie, comme pour rappeler que la guerre a toujours fait partie de ce pays. À quelques dizaines de kilomètres de Naga se trouve un autre site ancien, Musawara. Le temple du lion y recèle de nombreuses scènes de combat, avec en particulier des représentations rarissimes des éléphants de guerre. Le chef de la mission, Stefan Wenig, de l'université Humboldt de Berlin, cherche depuis 20 ans à reconstruire le sanctuaire et à décrypter le sens de sa décoration. Ce temple est unique parce qu'il est le temple le mieux conservé de la première époque méroïtique. Nous avons des représentations qui n'existent nulle part ailleurs dans la vallée du Nil, ni en Égypte, ni au Soudan. Nous apprenons, à travers des représentations ou à travers des inscriptions, que ce temple était divisé en deux. Il y a un côté masculin et un côté féminin. Le côté masculin est dédié à la guerre, au chaos, et le côté féminin à la paix, à la fertilité. La face nord représente donc la paix et la fertilité, la face sud, la guerre et la destruction. La beauté et la paix d'un côté. La destruction et la guerre de l'autre, comme si elles devaient pour toujours faire partie de la vie et de l'histoire de cette région. La guerre qui n'a pas changé depuis des millénaires. Il y a 2000 ans, un scribe grava sur une stèle le message du roi nubien pillé à ses généraux pour combattre des princes rebelles. Avancez en ligne de bataille, engagez le combat, encerclez-les, assiégez-les, capturez leurs gens, leur bétail et leurs navires sur le fleuve. Empêchez les cultivateurs d'aller au champ, empêchez les laboureurs de labourer. La victoire sera pour vous, car c'est Amon, notre Dieu, qui le veut. C'est en 1983 que quelques tribus du Sud se sont soulevées pour protester contre l'arabisation et l'application de la charia, la loi musulmane. La guérilla s'est propagée rapidement dans tout le sud, puis dans les monts Nouba, tenant tête à l'armée gouvernementale avec son aviation et ses chars. Mais 20 années de lutte sans vainqueur ni vaincu ont épuisé les combattants des deux camps et les ont amenés à la table des négociations à Machakos, au Kenya. Sur le terrain, la paix est encore loin. Et peut-on oublier ces millions de morts ? En fait, nous ne parlons pas de ceux qui sont morts. Nous vivons avec le sentiment que nous allons perdre encore d'autres vies, que nous allons perdre la plupart de nos gens. Et nous ne serions pas étonnés si demain le gouvernement soudanais utilisait des armes de destruction massive contre notre peuple. Car les gens ne les intéressent pas, ils ne s'intéressent qu'aux terres et ils ne veulent que les puits de pétrole. Alors s'ils avaient les moyens d'anéantir toute la population du sud du Soudan, je suis sûr qu'ils seraient prêts à le faire. Le gouvernement soudanais rejette vigoureusement ces accusations, comme il l'a fait en 1998, après le bombardement par l'aviation américaine d'une usine pharmaceutique à Khartoum, soupçonnée de fabriquer des armes chimiques. Ces ruines, que le pouvoir de Khartoum a décidé de garder en état, vont devenir peut-être l'objet de fouilles dans quelques 1000 ans, où on étudiera les destructions et les guerres du XXe siècle. Comme on étudie aujourd'hui les ruines de la ville de Napata, capitale du premier royaume nubien. Il n'en reste qu'une nécropole où reposent les pharaons d'hier comme les paysans d'aujourd'hui.
Bâtie à l'ombre de la montagne sacrée du Djebel Barkal, cette cité puissante et florissante a été détruite lors d'un raid du pharaon Psamétique II vers 600 ans avant notre ère contre les rois nubiens devenus trop puissants. Napata, tel était le nom ancien de l'endroit, et a été d'abord une ville d'administration de l'occupation pharaonique. Les pharaons sont arrivés, disons, vers le 15e siècle avant notre ère. Mais plus tard, au 8e siècle avant notre ère, les rois de Napata sont devenus si puissants au point de pouvoir s'opposer à la puissance assyrienne de l'autre côté, envahir l'Égypte et l'annexer à leur royaume et le garder dans leurs mains pendant presque un siècle. C'est l'époque de la fameuse et mystérieuse 25e dynastie, connue aussi sous le nom des pharaons noirs, dont le berceau et les tombes se trouvent ici, à El Kourou, non loin de la montagne sacrée. Leur règne reste entouré de mystères et leurs portraits rares, car après qu'ils aient occupé l'Égypte, ils ont été chassés, anéantis par des Égyptiens qui ont détruit jusqu'à leurs images pour effacer le souvenir de cette domination. Plusieurs équipes d'archéologues cherchent des traces des rois pillés, Taharqa, Tanoutamon et d'autres. Et chaque découverte, même d'apparence banale, permet de soulever une part du mystère qui entoure la vie des Nubiens de jadis. Ce matin même, on a découvert ce grand dallage qui est aussi beau que mystérieux. Alors, on va le suivre et finalement essayer de le rattacher à l'ensemble de l'édifice. C'est ainsi que, petit à petit, on arrive à retrouver la signification des constructions anciennes qui sont présentes partout dans cette région, qui était une capitale, une ville d'une très grande importance, soit pour la connaissance historique, soit aussi pour le sentiment national des Soudanais, puisque dans la civilisation méroïtique, ils retrouvent un peu leur identité nationale, étant donné que le royaume méroïtique a couvert en gros l'étendue du Soudan actuel. Une des façons de gérer les problèmes du pays est de commencer à repenser notre identité et de se dire « Qui sommes-nous en tant que peuple ? Sommes-nous vraiment tels que nous a dit que nous étions? Sommes-nous arabes? Sommes-nous africains? Certains nous traitent de noirs africains, alors qu'en fait, ils sont eux-mêmes issus de nombreux mélanges. Et je commence à comprendre que si nous nous posons ce genre de questions et si nous regardons dans un miroir en nous demandant qui sommes-nous réellement comparés aux autres nations que nous connaissons, on arriverait probablement à la conclusion qu'il existait une communauté que l'histoire a détruite et que cette communauté pourrait être une base pour construire un nouveau Soudan qui reconnaîtrait ces différences et pourrait rapidement évoluer vers une société plus unie basée sur cette intégration. Des dizaines d'ethnies, des centaines de tribus et de langues, des confréries soufis, comme ici près de Khartoum, une mosaïque de coutumes, de traditions et de croyances. Tel est le Soudan d'aujourd'hui, pays où deux communautés semblent avoir été réunies de force par un découpage absurde de frontières héritées de l'Empire britannique. Le Soudan présente certaines caractéristiques, dont la plus importante est sa diversité. Diversité religieuse, diversité culturelle, diversité linguistique. C'est ça l'identité des Soudanais. Comme nous le disons nous-mêmes, nous ne sommes pas ethniquement purs. Quand les Arabes sont venus au Soudan, ils n'ont pas trouvé un pays vide. Depuis l'indépendance, acquise en 1956, les populations du Nord et du Sud se sont mélangées, celles du Sud fuyant la misère, la sécheresse et la guerre civile.
Des centaines de milliers de Dinka, de Four, de Nuba et d'autres tribus se sont réfugiés au nord avec leurs traditions, leurs danses. Jadis frères ennemis, contraints à vivre ensemble, ils cherchent aujourd'hui à puiser dans ce mélange leur spécificité et leur force. Comme ils la cherchent dans l'histoire de leurs ancêtres, qui pouvaient être soit des esclaves, soit des pharaons. C'est pour cela qu'une découverte exceptionnelle a fait sensation au Soudan au début de l'année 2003. Elle a eu lieu dans la ville de Kerma, plus exactement dans ses ruines, car la cité a été vers l'an 700 avant notre ère, victime d'une mise à sac aussi barbare que particulière. L'équipe de l'Université de Genève a mis à jour une cache contenant des blocs de granit cassés, mais soigneusement rangés. Pourquoi ? En les dégageant, Charles Bonnet, le chef de mission, a une surprise de taille. Au cours des découvertes, nous avons par étapes compris qu'il s'agissait d'une série de statues de rois d'une très grande puissance, d'un très grand pouvoir. C'était des rois de la fin de la 25e dynastie, c'est-à-dire le moment où les rois soudanais sont obligés d'abandonner le pouvoir en Égypte, qui n'arrivait pas à tenir ce pouvoir, c'est un territoire considérable, et le début de royaumes, alors cette fois purement nubien et soudanais, le royaume de Napata. Les hiéroglyphes sur les statues ont donné aux archéologues des indications précieuses sur l'identité de ces rois mystérieux. Dominique Valbel, professeur d'égyptologie à la Sorbonne, les a vite identifiés comme Taharqa et Tanoutamon, les fameux pharaons noirs. Il existe déjà un certain nombre de représentations du roi Taharqa. Celle que nous avons trouvée dans la fosse est particulièrement intéressante parce qu'elle n'a pas le nez cassé. En revanche, pour le successeur de Taharqa, pour le roi Tanoutamon, jusqu'à présent, nous ne disposions que de pièces tout à fait insignifiantes qui étaient supposées suggérer le portrait du roi. Et là, nous avons deux magnifiques portraits de ce roi qui sont les premiers effectifs. Beauté, mystère, symbole de puissance. À la différence de la couronne des pharaons égyptiens, celle des pharaons noirs est ornée de deux uraeus, des cobras dressés, symbole de leur souveraineté sur les deux royaumes, l'Égypte et la Nubie. Ces rois soudanais qui régnaient en Égypte l'ont fait avec une très grande puissance et probablement une très grande compétence. Mais pour les Égyptiens, ça n'était pas tellement agréable et on ne devait pas accepter la chose aussi facilement que cela. Si bien que lorsque les Égyptiens qui reprennent en puissance et qui réunifient le pays ont envie d'éliminer définitivement même le souvenir de ces rois. Psamétique II organise une campagne militaire et probablement, il détruit à cette époque l'image de ces pharaons égypto-nubiens en leur coupant la tête et en leur coupant les pieds ou les jambes. Charles Bonnet pense qu'après leur destruction, les statues ont été secrètement enterrées en lieu sûr pour y attendre la fin de la guerre. La fin de toutes les guerres ? En 2003, le Soudan, en particulier les provinces du Sud en rébellion, portent toujours les stigmates d'un conflit meurtrier. Où faut-il chercher les raisons de cette guerre qui n'en finit pas ?
On pourrait dire que ce n'est pas uniquement un conflit religieux, ni uniquement ethnique, pas non plus seulement économique ou culturel. C'est de tout cela à la fois que nous souffrons. Vous avez de bonnes raisons de parler d'ethnie, de religion, de culture, d'économie et de tout le reste. C'est cet ensemble de choses qui explique notre lutte. Cette lutte n'est ni comprise ni perceptible à Khartoum, la capitale, où l'on considère les combattants du Sud comme des rebelles soutenus par l'étranger et qui veulent casser l'unité du pays. L'écrasante majorité de Soudanais musulmans, plus des 3/4 de la population, ne comprend pas pourquoi elle devrait partager des ministères, des commerces et même des emplois avec une minorité pauvre et qu'elle considère comme arriérée. À la haine, aux revendications des Noirs du Sud, les Soudanais musulmans du Nord opposent volontiers la tolérance. Mais force est de constater qu'on ne leur impose pas des coutumes qui ne soient pas les leurs et que personne ne vient perturber leurs fêtes, comme l'Aïd. Au Soudan, nous avons 2 religions, le christianisme et l'islam. Les chrétiens ont généralement de bonnes relations avec le reste de la population. Même lors des fêtes musulmanes et pendant le ramadan, ils participent volontiers. Nous aussi, nous avons de bonnes relations avec eux. Et comme ça, tout le monde se rencontre dans les fêtes des 2 communautés. La charia est obligatoire dans l'islam, même si elle n'est pas appliquée dans tous les pays musulmans. Elle est dans l'islam, mais ici, les chrétiens n'ont pas à la suivre. En ce qui concerne la façon dont le djihad est appliqué ici au Soudan du Sud, il suffit de voir la façon dont le président de la République dit, publiquement, sans peur, devant la communauté diplomatique et devant le monde entier, « Nous ne pouvons pas abandonner le djihad, nous sommes musulmans, personne ne doit penser, pas même une minute, que nous allons abandonner la charia. » Il n'est pas question pour nous de continuer à vivre dans un pays où la charia est à la base des lois. Je ne suis pas musulman et je n'accepterai jamais d'être soumis à cette charia. Si les chrétiens vivant au nord, coptes, protestants, catholiques, peuvent pratiquer librement leur culte, il n'est pas question pour eux de bâtir de nouvelles églises et des écoles, ou tout simplement de garder ouvert leur commerce le vendredi, encore moins de ne pas respecter les périodes de Ramadan. Pourtant, avant de devenir le plus grand pays musulman d'Afrique, le Soudan avait abrité les premiers royaumes chrétiens. Comment ont décliné ces monarchies rattachées à l'Empire byzantin ? C'est dans les vieilles cités le long du Nil, au sud d'Abou Simbel, près de la frontière égyptienne, qu'il faut chercher la réponse. Certaines ont été à jamais englouties par les eaux du lac Nasser, comme Farah, dont on a pu sauvegarder ses fresques. D'autres, comme Dongola, gardent encore leur beauté et leur mystère, ensevelis sur les berges du Nil, attendant de renaître des sables.
En déterrant cet escalier, nous sommes tombés de façon assez inattendue sur une fresque peinte dans une niche sur le mur ouest d'un couloir qui se trouve près de cet escalier. La tête est remarquablement bien préservée, seuls les yeux ont été mutilés. Les portraits de ces rois nubiens, entourés d'apôtres, ont été découverts dans une sépulture intacte, datant du XIVe siècle. Et ce lieu de pèlerinage, composé de 18 églises et chapelles, est loin d'avoir livré tous ses secrets aux archéologues polonais. Nous sommes ici dans un site assez exceptionnel. À 10 km en aval de la rivière, il y a le vieux Dongola, capitale des royaumes unis de Nobadia et de Makuria. Le roi a été enterré ici. Sa position était similaire à celle des empereurs byzantins. Il était le propriétaire de toutes les terres. Il était aussi le prêtre. Il avait le privilège d'entrer dans le sanctuaire et prendre part à la messe. Alors comment expliquer que ces rois puissants aient été détrônés et que les chrétiens ne soient aujourd'hui qu'une minorité dans le sud ? Il n'y a pas de continuité entre le christianisme, qui a pris fin en tant que religion d'État au XIVe siècle, ici au Soudan, et le christianisme du sud du pays. Le Sud a été évangélisé par les missionnaires au XIXe et XXe siècle, donc il n'y a pas de lien entre le christianisme de la Nubie et celui du sud du Soudan. Une fois de plus, l'archéologie permet de mieux comprendre les problèmes du présent, même si c'est par négation. L'idée que la guerre civile au Soudan ne serait que le prolongement d'un conflit ancestral entre les chrétiens et les musulmans ne résiste pas à l'épreuve des fouilles archéologiques. Et même si la disparition des royaumes chrétiens de Nubie reste un mystère, on sait avec certitude que leur islamisation s'est faite de façon pacifique, par des marchands. Cette tradition de tolérance est perpétuée par de nombreuses confréries soufis qui ont joué un rôle essentiel dans la création du premier État soudanais indépendant à la fin du XIXe siècle, avant la colonisation britannique. Les chrétiens noirs du Sud ne sont venus au christianisme que beaucoup plus tard, convertis par des missionnaires catholiques et protestants qui, il faut bien le dire, venaient la Bible dans une main, la nourriture dans l'autre. Cette tradition continue de nos jours, où bon nombre d'organisations humanitaires qui luttent contre la famine dans le Sud, comme dans les bidonvilles de Khartoum, appartiennent aux églises chrétiennes. Malgré leurs efforts, la faim, le manque de soins et d'hygiène y tuent tous les jours. Cette misère qui touche beaucoup plus les populations noires et chrétiennes du Sud ne serait-elle pas la cause première de la guerre ? Nous avons eu notre indépendance en 1956. Depuis 1956, nous avons eu 35 ans de dictature militaire, ce qui signifie que les besoins des gens dans les régions du Sud et dans les régions de l'Ouest et dans les régions de l'Est, dans toute région en dehors de la région centrale de Khartoum, les besoins et les exigences de ces gens ne peuvent pas être exprimés loyalement au Parlement. L'une des raisons pour laquelle la guerre a continué, pour laquelle les gens du Sud se sont tant rebellés contre le gouvernement central qui est établi au Nord, et que les richesses n'ont pas été réparties équitablement. Cette disparité dans le développement et dans la distribution des richesses entre le Nord et le Sud aurait-elle des origines historiques ?
Dans l'Antiquité, le but de l'Égypte était de contrôler politiquement la frontière du sud et aussi sûrement d'en tirer profit. Il y avait des mines d'or dans le désert de l'Est du Soudan et ça valait certainement la peine de les exploiter, comme d'autres richesses. Et en ce qui concerne l'or, il y a plusieurs hypothèses, 3 estimations différentes, et la plus fiable parle de 3 tonnes d'or par an. Mais tout l'or de la Nubie ne partait pas heureusement en Égypte, comme le prouvent ces bijoux provenant de la tombe de la reine Amania Khéto, dans l'une des pyramides de Méroé. Pour les rois nubiens, le métal précieux était aussi cette chair des dieux, qui leur était indispensable pour vivre, mais plus encore pour passer à l'éternité. Aujourd'hui, l'or des pharaons a été remplacé par l'or noir. Découvert dans les années 80 dans les provinces du Sud, le pétrole est devenu à la fois un nouvel enjeu de la guerre et un moyen de la financer. Malgré le cessez-le-feu, les combats continuent dans les régions qui recèlent les réserves de brut. C'est ici, en particulier dans cette région qui s'appelle Western Upper Nile ou Unity State, c'est là que se trouve le pétrole. Et les deux camps s'y affrontent durement. Vous n'avez pas seulement le SPLA, l'armée rebelle, à cet endroit. Il y a une autre faction qui faisait partie du gouvernement mais a depuis rejoint le SPLA, en gros à cause du pétrole. Il y a eu là beaucoup de combats entre différentes milices. Celles alliées au gouvernement, celles alliées au mouvement rebelle et celles de mouvements rebelles propres au territoire. Dans cette région, à cause de toutes ces milices, l'insécurité règne toujours. Bahr el Ghazal, c'est la zone des famines. C'est là que les famines se produisent. C'est également là que se trouve un certain nombre des garnisons du gouvernement, qu'il y a des combats. Si vous voulez, c'est un des points chauds pour l'armée de libération du peuple du Soudan. La plupart de leurs soldats viennent de cette région. Depuis 1989, une gigantesque opération humanitaire appelée Lifeline Soudan est menée à partir de la base du Programme alimentaire mondial, situé à la frontière entre le Soudan et le Kenya. De là, un véritable pont aérien tente, sous l'égide de l'ONU, de sauver de la famine des populations des deux côtés, victimes de la guerre, de la sécheresse et du pétrole. Mais malgré des largages de milliers de tonnes de vivres, les gens de ces régions continuent à mourir de faim. Pourquoi ? Certaines organisations humanitaires n'hésitent pas à accuser les belligérants de détourner l'aide alimentaire au profit de leurs partisans ou de leurs soldats. Le commandant de l'armée de libération Piem Deng le confirme, sans préciser que certains dans son camp font de même. Le gouvernement du Soudan refuse même que la nourriture soit fournie à notre peuple. Cette année surtout, il y a la sécheresse et la faim va arriver. Et je sens que le gouvernement du Soudan va refuser l'aide humanitaire à notre peuple, et que beaucoup de gens vont mourir. Dans l'Antiquité, les dirigeants contrôlaient toujours les ressources alimentaires, végétales et animales. C'était sûrement ainsi sous les pharaons. Les pharaons égyptiens recevaient des impôts du Soudan. Les Soudanais apportaient en Égypte surtout des animaux domestiques et aussi du gibier. Évidemment, tout gouvernement cherche à contrôler les ressources alimentaires en accord avec la politique de l'État. Alors comment ce pays riche qu'était la Nubie est-il devenu le Soudan, dont le Sud ne doit sa survie qu'à l'aide humanitaire ? Quelles étaient les tribus et les offrandes qui s'entassaient sur les autels, dans les sanctuaires et dans les tombes de ces rois nubiens qui se faisaient enterrer parfois avec des troupeaux entiers ?
Un homme est bien placé pour apporter la réponse. Friedrich Hinkel a consacré sa vie à l'étude de la nécropole et des coutumes funéraires des rois de Méroé. Il a reconstruit certaines pyramides démolies par des pillards et il connaît les rituels d'offrande et de sacrifice comme personne. Les blocs de pierre que nous voyons ici étaient complètement détruits, tombés par terre et se trouvaient éparpillés tout autour de la chapelle. Lorsque nous avons commencé ici, en 1987-1990, nous avons refait des fondations, puis relevé les murs. Ils sont presque complets. Et les bas-reliefs, qui sont très bien conservés, fournissent de précieuses informations sur le service des offrandes et la signification religieuse de cette chapelle funéraire utilisée par les prêtres pour y accomplir des offrandes. Il nous montre le roi et sa femme, qui se tient derrière lui, avec le bras levé, et une crécelle dans la main, pour faire de la musique. Devant lui sont représentées des offrandes, des fruits, 2 oies, ici leur cou, en dessous la tête. Les ailes sont attachées ensemble, des fleurs de lotus, des cruches d'eau sur leur socle. Die Flügel sind zusammengebunden, Lotusblüten, Wasserkrüge in Ständern. Ici, devant le mur ouest, se dressait vraisemblablement la pierre de l'autel, avec la table à offrande. Et là s'accomplissaient les offrandes, de l'eau, le lendemain du pain, le jour d'après un poulet. Nous devons nous imaginer ces offrandes qui avaient lieu avec régularité. Chaque jour, l'on apportait une offrande. Les prêtres en ont bien entendu profité, en mangeant eux-mêmes de ces nourritures. Mais bon, de toute façon, nous ne savons pas exactement combien de temps, mais il y a eu des offrandes jusqu'à ce que les chapelles suivantes soient construites. Que pense l'archéologue nourri de sa connaissance des royaumes nubiens du Soudan d'aujourd'hui? Nous avons en ce moment au Sud-Soudan un conflit qui est, souhaitons-le, en train de se résoudre pacifiquement. Dans l'Antiquité, nous ne connaissons des Méroïtes que les conflits dans les terres à l'arrière du Nil entre des tribus nomades et des conflits avec l'Égypte. L'Égypte a en partie revendiqué le Soudan, le Nord-Soudan, et l'a dominé pendant un siècle. Les Méroïtes ont combattu les Égyptiens. Nous connaissons des représentations très intéressantes de l'invasion de l'Égypte romaine par les Méroïtes. Les généraux des champs de bataille ont pris ensuite en Égypte des mesures de représailles et ont détruit les temples de Djebel Barkal et une paix fut instaurée entre les Méroïtes et l'empereur Auguste sur l'île de Samos. Ce traité de paix, qui fut très bénéfique aux Méroïtes, montre donc qu'il y a eu des temps de cohabitation paisible et des époques de conflits guerriers. Conquête, invasion, razzia et rébellion ont toujours fait partie de cette région, allant du Sahara jusqu'aux forêts tropicales. Certaines tribus, comme les Noubas, ont développé au cours des siècles une véritable culture de combat qu'ils entretiennent jusqu'à nos jours par des luttes rituelles. Ce sont ces guerres tribales qui déchirent en partie le Sud à l'heure actuelle et dont on pourrait trouver l'écho dans ces textes égyptiens qui nous racontent que les différentes tribus, déjà à la fin de l'Ancien Empire égyptien, donc très tôt dans l'histoire de ces contrées, se bagarraient entre elles. Et là, on voit l'intervention de l'Égypte qui va les mettre d'accord en s'alliant avec la plus puissante d'entre elles, c'est le royaume de Kerma, et on va du coup pacifier les autres.
Les luttes entre les tribus qui échappent à tout contrôle restent le plus grand obstacle à la conclusion d'un accord de paix. Quant à l'intervention des grandes puissances, on peut dire que là aussi, l'histoire se répète. Ce n'est qu'à la suite de fortes pressions internationales, américaines en particulier, que les deux camps se sont trouvés à la table de négociation au Kenya. Parallèlement, des missions d'observateurs ont été autorisées à surveiller l'application du cessez-le-feu dans les provinces du Sud et dans les monts Nuba. Les équipes d'officiers anglais, scandinaves et français se rendent dans les villages les plus reculés des montagnes où les Nuba se sont retranchés, d'abord contre les marchands d'esclaves, plus tard contre le colonisateur britannique et maintenant contre l'armée gouvernementale. Des médecins des organisations humanitaires accompagnent les militaires dans ces missions au bout du monde, mais ne peuvent que constater l'état de santé catastrophique de cette population privée de tout soin depuis des décennies. Certains de ces groupes d'observateurs, comme la Joint Military Commission, réussissent même à organiser des rencontres entre les ennemis d'hier, à restaurer petit à petit l'idée d'un retour à la paix et à la réunification du pays. Toute personne au Soudan, quelle qu'elle soit, condamne la guerre. Ce n'est pas... Tout le monde le pense, la guerre ne doit pas continuer. Et tout le monde au Soudan soutient les progrès pour aboutir à la paix. Mais il y a une chose que les gens doivent comprendre, c'est que la paix doit arriver avec l'union. Quant à l'union, personne ne refuse l'union. Mais je ne pense pas qu'un jour, le peuple du Nord nous accepte comme des citoyens égaux. Ils nous verront toujours comme des citoyens de seconde classe. Pour un être humain, il n'est pas possible de continuer à être un citoyen ou une citoyenne de seconde classe dans son propre pays. Car l'union du pays, du Soudan d'aujourd'hui comme celle de la Haute et de la Basse-Nubie hier, est aussi une constante historique dans la vallée du Nil, comme la guerre. À Naga, après avoir exhumé les stèles avec des inscriptions guerrières et les fameux bas-reliefs de soumission des ennemis, les archéologues du musée des papyrus de Berlin restaurent les parties les plus abîmées du temple et étudient des découvertes avec des symboles d'un tout autre genre, ceux qui montrent des rites de la réunification du pays. Lorsque nous avons commencé les excavations en 1995, nous avons trouvé, à notre grande surprise, au cours des fouilles, un très bel autel qui se trouvait ici, avec des bas-reliefs dédiés à la reine Amanitore et au roi Natakamani, et deux dieux en train de lier ensemble deux plantes, ce qui symboliserait l'unification du pays. Cette image des deux dieux qui nouent deux tiges de papyrus représente en Égypte un symbole de l'unification. Celle de la Haute-Égypte et de la Basse-Égypte, dans des temps anciens, avant que l'Égypte ne soit un seul pays, ce qui remonte à des milliers d'années. Ici au Soudan, ce motif fut repris probablement avec le sentiment qu'il s'agissait d'un symbole royal, symbole de l'unité du pays et de son intégrité. L'Égypte a su préserver cette unité. À son image, la Haute et la Basse-Nubie, le Soudan, saura-t-il faire de même pour garder son rôle dans l'histoire ? On est en train de découvrir que l'Afrique a eu une histoire beaucoup plus riche de ce qu'on avait pensé jusqu'à une époque récente. On pensait surtout que la civilisation là était venue du Nord. Je vous parle d'influence hellénistique. Mais maintenant, on est en train de rechercher les influences qui sont parties de l'Afrique vers la Méditerranée. Donc vers l'Égypte pharaonique d'abord, et après, pourquoi pas, vers la Méditerranée romaine. C'est-à-dire, ce n'est pas un pays qui a
seulement pris, mais l'Afrique a aussi beaucoup donné. Aujourd'hui, le Soudan est composé d'un sud qui est lié de manière très forte à l'Afrique et d'un nord qui s'oriente plus vers la Méditerranée. Mais nous nous rendons compte, au travers de nos découvertes archéologiques, à quel point ce pays constitue un pont entre l'Afrique et l'espace méditerranéen. Comment des éléments africains se mélangent à des éléments égyptiens et comment ici, et cela me semble tout particulièrement intéressant, se trouve l'une des racines de l'Égypte antique. Ici fut atteint, 6000 ans avant Jésus-Christ, un degré de développement de civilisation que l'Égypte atteignit des milliers d'années plus tard. Nous sommes donc ici, à l'origine des racines africaines de l'Égypte et par conséquent, d'une manière ou d'une autre, à l'origine de notre propre histoire européenne.